Bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur de présenter Véronique Conn. Je suis Béatrice du blog Béatrice Petit Demange épanouissement à 50 plus. Et Véronique est une super psychologue que je recommande fortement, une psychothérapeute, une conférencière que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, je mettrai des liens, et aussi auteure de 2 livres. Donc le premier livre que tu as écrit, Véronique, c'est celui-là. Quel amoureux êtes-vous, avec les 5 profils psychologiques. Et le deuxième que tu as écrit il y a récemment d'ailleurs, quand la peur de perdre l'autre me le fait le perdre. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ça. Ensuite, le thème d'aujourd'hui, ça va être l'épanouissement dans la relation amoureuse. Et j'ai donc quelques questions pour toi, Véronique, parce que tu es spécialisée dans les relations amoureuses. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la Non, présentation que je non, t'ai c'est faite. parfait. Ce que tu as dit, c'est très, très bien. C'est Je ne très vais pas bien. rajouter autre chose sur Ok. ma biographie, mais plutôt de répondre aux questions de qui intéressent notre public. Oui. Alors, la première question, donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'épanouissement dans une relation amoureuse après 20 ans de relation au mariage? Alors, moi, je suis plus orientée vers la femme, mais ce serait intéressant aussi de savoir pour l'homme, parce qu'on parle tout le temps de la femme, mais bon, faire un et l'autre. Donc, Le problème, c'est les cristallisations. Si tu veux. Au bout de 20 ans de mariage, il y a des habituations, il y a surtout des névroses complémentaires qui s'emboîtent. Tu vois. hmm, Et donc, si les deux partenaires du couple n'ont pas identifié quels sont leurs schémas répétitifs qui se répètent, sur lesquels mes blessures tapent sur tes blessures, et donc qui vont provoquer ce qu'on appelle la non-acceptation des différences, parce que souvent, dans une des étapes du couple au long terme, cette histoire de fixer sur j'accepte pas ta différence, j'ai du mal à fonctionner avec toi parce que ça ripe, tu vois. Tu me heurtes dans ma vision du monde et par rapport aux blessures que j'ai, par exemple, j'ai été abandonnée petite ou j'ai eu des problèmes avec des personnes parentales qui m'ont pas assez choyé. Et donc, je projette sur toi que tu n'es jamais assez stable, assez fiable, assez là pour moi, assez attentionné, etc. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, du coup, ben, l'autre va appuyer sans me stimuler sur mes blessures. Et si tu veux, ce qui va empêcher l'épanouissement, au bout d'un certain temps, c'est on se connaît tellement que, par exemple, je me suis résignée. Je ne oui. crois plus que tu peux être différent. Hmm, Et donc, je ne oui. peux pas te prendre à l'endroit de ta différence parce que je sais que tu es comme ça, et donc laisse tomber, et donc, tu vois. Ok. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre un exemple que moi, je vois souvent, enfin, au supermarché, parce que je vois souvent, tu sais, les couples de certain âge qui font les courses ensemble. Et tu vois la dame, par exemple, qui est assez nasée, enfin, je sais pas comment on dit en français, mais elle traite un peu mal son compagnon ou son homme ou son mari. Donc, c'est ça, la réaction de la personne, de la femme, quand elle est habituée, disons, elle a laissé tomber, mais elle est quand même, il y a de la colère quand même dans ça, j'ai Il y l'impression. a le parent persécuteur qui est tu devrais être autrement, tu n'es pas conforme à mes attentes. La relation de couple, et notamment celle à long terme, mais celle à court terme, elle va déceler énormément d'attentes. On a des attentes par rapport à ce qu'on imagine qu'un compagnon doit faire, doit être, doit se comporter, etc. Ok. D'accord? Ce qui a beaucoup moins dans la relation amicale où on n'attend pas tant que ça. Mais les attentes déchues, hein, si tu veux, Hmm. vont créer justement ce côté je te fais des reproches, tu es toujours tu fais pas comme il C'est ça. faut. Ouais. Voilà. Et donc chacun va reprocher à l'autre ben, tous les endroits de heurts, de friction, D'accord. d'incompréhension, d'attente déçue surtout. Hmm. Oui, c'est ça. Donc, toutes ces attentes-là viennent pratiquement des propres blessures qu'on n'a pas été voir nous-mêmes, donc. Alors ça, mais c'est les conséquences de nos blessures. Oui. J'ai pas eu un papa ou une maman assez attentionné à mon égard, ou qui n'a pas répondu à mes besoins. Donc je vais attendre que mon compagnon me répare, me donne ce dont j'ai manqué. Il m'a pas Mhm. assez valorisé, encouragé. J'attends que mon compagnon, voilà, m'encourage. Ici, par exemple, dans ton exemple des courses, j'attends qu'il me soutienne, qu'il soit attentionné ou qu'il fasse les choses comme j'aimerais qu'il les fasse, tu vois, mais il comprend toujours pas. Ok. Donc, il y a un endroit d'imaginer que l'autre est télépathe et qu'il doit se comporter
il doit deviner mes attentes et il doit se comporter comme moi, je décide qu'il devrait se comporter. Comporter. Ouais. Ça devient compliqué tout ça. Et simplement parce que moi, je ne sais pas reconnaître mes besoins et je ne sais pas les exprimer. Je ne sais pas dire à l'autre, voilà, au lieu de dire j'attends, je dis moi, j'ai besoin que tu fasses ça. Ça, Par c'est pour ça. exemple, de clarifier déjà, de faire une proposition plutôt que de faire un reproche, tu Hum, vois. Tu ranges pas les courses ou tu sais pas acheter les légumes. oui, Euh, genre, tu es toujours nul, tu es incompétent, quoi, hein. oui, Donc, c'est un exemple. Bah, hum, de dire qu'est-ce que je veux, tu vois, oui, plutôt que de c'est dire ça. faire un reproche, bah, qu'est-ce que je voudrais. Ça serait sympa si tu pouvais, voilà. Donc, Oui, de transformer les reproches en propositions, c'est déjà pas mal comme piste, tu vois. oui. Mais Après, pour faire. l'autre, il fait pas. S'il fait pas parce qu'il n'est pas compétent ou que ça l'intéresse pas, en général, par exemple, sur le ménage, les courses et toute la logistique pour les femmes, les hommes sont moins affairés là-dessus. Pas tous, mais il y en a qui sont obsessionnels du ménage, mais la majorité, ils s'en foutent un peu. Parce que s'ils étaient tout seuls, ils ne se feraient pas tant de courses que ça, ils ne se feraient pas tant de ménage que ça. Enfin, tu vois, Oui, euh, ils n'en font pas une affaire d'État. Donc, c'est pas qu'ils sont pas compétents, c'est que ça les intéresse moins et que c'est pas un sujet. oui, Voilà, donc ce qui est important, il faut comprendre que aussi ce qui va beaucoup frictionner dans les couples, c'est les valeurs. Ce qui est important pour moi en tant que femme, par exemple, n'est pas important pour toi en tant qu'homme. oui, oui. Et Et comment on donc, bah, résout du un coup, problème il de y a un ce genre? décalage. Et comment tu résous un Eh ben, problème de ce genre? déjà, en discutant, hein, en voyant que je crois que ce qui est important pour moi devrait être important pour toi, de fait, Mhm, alors que non. Déjà, je peux commencer à voir que l'autre n'a pas le même cadre de référence que moi et que sur la question de la logistique, par exemple, bah, voilà, pour lui, c'est pas un essentiel de faire le ménage toutes les 5 minutes. Donc, c'est à moi de prendre ça en charge ou c'est moi qui le fais et je râle pas, mais j'arrête d'attendre ce que l'autre ne considère pas comme important ou alors j'en parle à mon partenaire et on voit qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas. Par exemple, sur oui, le ménage. Ce oui, sur quoi il peut lâcher, il peut faire un pas vers moi, ce sur quoi il peut pas parce que c'est vraiment ça, c'est pas son truc d'être maniaque du matin au soir, tu vois. oui. Et du coup, ben, ouais, on se paie une femme de ménage, comme ça on résout le problème aussi, Alors non? ça peut être une négociation, ça peut être une issue de la Oui, négociation. C'est bah, puisque j'ai pas envie de me taper le ménage pendant 3 heures alors que toi tu es obsessionnel du ménage, bah, on va se payer une femme de ménage et puis comme ça tout le monde est content. Tu vois, voilà. mais ça a été négocié, ça a été mis sur le Oui. tapis, genre solution, problème, solution. Problème, Par la solution. négociation, on a identifié le départ qui est ce qui est important pour moi ne l'est pas pour toi. Je ne peux pas passer ma vie à te faire le reproche que tu n'aimes pas faire le ménage, parce que tu ne vois pas les choses comme ça, comme moi. Et donc, quelle solution on peut trouver qui nous arrange tous les deux finalement? Donc, Mm, ça peut être la femme de ménage, par exemple. Ça peut être une autre mhm. idée, tu vois. Oui, 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 oui. Très bien. Hein, j'aime bien l'histoire de la femme de ménage. Alors, quels sont quels sont les facteurs qui peuvent empêcher une femme après les 50 ans de s'épanouir dans une relation amoureuse? Bah, il y a plein de raisons, hein. C'est d'en vouloir, d'avoir du ressentiment. Mm, Parce que si tu veux, le problème des relations longues, c'est qu'il y a des antériorités. Donc, on nourrit le ressentiment. On ne peut pas faire autrement, d'ailleurs. Il y a quelque chose un peu d'incontrôlable là-dessus, de se dire, il m'a fait ça dans le passé et je ne lui ai jamais pardonné en quelque part. Ou il peut recommencer. Ou il n'a toujours pas compris que c'était essentiel pour moi. Voilà. Donc, il y a toutes ces histoires-là qui traînent pour fermer le cœur, en fait, hein. Et donc, mm, si je ferme mon cœur, il faut comprendre, il faut entendre ça, c'est important. Si je ferme mon cœur à l'homme qui est soi-disant mon allié, ça veut dire que je ne suis pas en sécurité avec lui. Donc, je me méfie. Il y a des endroits où la relation est chouette, mais il y a des endroits où je me méfie de lui. Je me dis, oh, ça va recommencer. Oh, il a toujours pas pigé. Oh, il peut pas faire autrement. Et donc, je suis en mode insécure. Et ouais, si je traîne de la méfiance, si je n'ai pas confiance en l'autre, ben, il va y avoir des problèmes qui vont arriver, hein. Je veux dire, la base de notre système nerveux, c'est de se sentir en sécurité. Donc, si mon partenaire préféré, qui est censé être mon allié et mon ennemi, tu vois, je suis toujours sur mes gardes, ouais, je ne peux pas me déposer, je ne peux pas être non plus dans la tendresse. J'ai pas d'élan de tendresse puisque je suis en méfiance. C'est mm, mon ennemi. Donc, je ne peux pas être là dans des élans d'ouverture du cœur. Mon cœur est fermé, en partie. Tu vois. Donc, ça, il faut le travailler. Il faut voir les endroits. C'est extrêmement important. Quand j'ai du ressentiment comme ça que je nourris et que j'ai toujours pas l'impression qu'il m'a fait ses excuses ou que je lui ai pardonné, etc., il va falloir faire un travail pointu sur quelles sont les zones où j'aimerais avoir des excuses de sa part.
ou je ne lui ai toujours pas pardonné. Alors ça peut être je ne lui ai pas pardonné, ça peut être je ne me suis pas pardonné, tu vois aussi, d'avoir agi comme ça, hein, ou d'avoir laissé passer, d'être retourné dans la relation alors que c'est pas quoi, tu vois. Donc cette histoire de pardon est intéressante parce que c'est des blessures non digérées. Mhm. C'est important de les clarifier. Oui. Faire par exemple un rituel de pardon là-dessus pour remettre les pendules à zéro. Tant que la sécurité n'est pas au rendez-vous, ça va bugger. Donc, il faut toujours veiller sur est-ce que je me sens en sécurité avec ce partenaire que j'ai choisi comme époux, mari, compagnon ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va en discuter, soit entre nous si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on le fait avec un intermédiaire, un médiateur. Et Mhm. après, on va essayer de voir qu'est-ce qui augmenterait le sentiment de sécurité en trouvant chacun des partenaires des idées, faire des propositions pour augmenter le sentiment de sécurité à l'intérieur de la relation. Donc, Donc, mais on est copartenaire pour trouver des idées ah, quand même, hein. oui, dans ce cas-là, toi, tu conseilles donc une thérapie de couple. Par exemple, ou de la médiation, Ou si la ou de la femme a vraiment communication. perdu Oui, beaucoup confiance en son homme, est-ce que tu conseilles aussi, par exemple, de commencer par elle-même à faire une thérapie toute seule, ça peut. et puis après le proposer à son mari ou à son compagnon, disons. Ou en parallèle, parce que Hmm. déjà, il faut pointer les endroits où le ressentiment se nourrit dans le couple, tu vois. Où Oui. je suis toujours en train d'être sur mes gardes, où je lui en veux, et je ne peux pas me détendre, et je ne peux pas l'aimer. Je ne Hmm. suis pas ouverte, en fait. Il y a une Oui. fermeture. Et donc, toutes ces fermetures successives à répétition créent les tensions dans la relation, tu vois. Et Hmm. donc, ça, c'est pas chouette. Donc, du coup, il faut les élucider. Donc, la thérapie individuelle, on va plus travailler sur euh, l'épanouissement de l'individu pour lui-même, tu vois. Mhm. Moins sur la relation de couple, parce qu'en fait, on n'a qu'un son de cloche. Quand on a la personne en Oui, elle-même, tout à on va fait. dire, bah oui, tu as raison de voir ça comme ça. Il Hmm. exagère. Enfin bon, je sais pas, on va cautionner le point de vue puisqu'on fait l'alliance avec notre patient. Donc on est plutôt dans, on comprend notre patient de son point de vue, de sa fenêtre. Par contre, on n'a pas l'autre point de vue. Donc Oui, on ne peut pas être toujours très objectif puisqu'on va cautionner le point de vue de notre patient. ok. Et si c'est d'accord. Donc c'est vrai que c'est que en thérapie de couple qu'on va un peu y voir plus clair sur chacun son point de vue, comment les blessures tapent l'une sur l'autre, tu vois. C'est un peu Oui, différent d'accord. comme point de Hmm. vue, hein. C'est pas la même perspective en fait. Donc Je les trouve deux peuvent aussi- être faits en parallèle, hein. oui, en parallèle, ça veut dire qu'avec deux thérapeutes différents ou avec le Alors même? moi, alors chaque thérapeute, alors, il y a des thérapies où justement, selon, il y a des écoles de thérapie où on disconnecte, hein, on fait pas, on prend le couple à part et on prend chacun son thérapeute séparé. Moi, Mhm. ça peut m'arriver de prendre séparément les deux et de faire des séances de couple, tu vois. Ok, ouais. Mais pas forcément. Après, je vais évaluer, c'est au cas par cas. Je vais évaluer personnellement si ça vaut la peine de continuer à les prendre séparément ou d'en envoyer un Ok, chez un thérapeute quelqu'un d'autre. qui, justement, va le prendre personnellement parce que voilà, c'est mieux pour lui d'avoir son thérapeute séparé. Mhm. Euh, voilà, mais c'est vraiment évaluer. Et s'il y a une crise vraiment paroxystique entre eux, c'est mieux par rapport à l'idée qu'ils se font de la confidentialité. Dire, oh ben alors là, il va y avoir des infos qui vont circuler de l'un à l'autre si elle a les deux. Donc voilà, c'est au cas par cas, mais Ok. je décide de ce qui est le plus adapté en fait par rapport à chaque cas. Quitte Mhm. à des fois dire non, là, je ne peux plus vous prendre tous les deux ensemble parce que là, vous êtes vraiment en mode méfiance l'un sur l'autre et que chacun a raison pour sa gouverne en fait. Oui, J'ai pas, tu vois, à me positionner, à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc là, c'est mieux oui. de voir son thérapeute, tu vois. Mhm. C'est très intéressant tout ce que tu dis parce que ça ouvre beaucoup de possibilités et aussi de comprendre que chaque individu est différent et on s'adapte aux exigences, quoi. Et Alors, au moi, je contexte. pense, oui, c'est ça, au contexte, oui, c'est ça. Situation, contexte, aux personnes. Je pense que je peux te faire la dernière question Bien sûr, et puis plaisir. on en fera encore des interviews comme ça. C'est adorable, je dois dire. Ah, ça, c'est une super question, je trouve. Est-ce que la passion dans une relation peut être épanouissante?
Oui et non. Mais moi, de toute façon, je fais toujours thèse et antithèse. Mais oui, parce qu'il y a le feu, hein, et donc la flamme de la passion, il y a quelque chose de vivant, hein, dans la passion, dans l'intensité, puisque ça va amener de l'intensité. Maintenant, la ressource peut être le problème. C'est-à-dire, on le sait, les états passionnels sont des états amoureux un peu exacerbés, exaltés. Et donc, il y a des zones aveugles, il y a en général beaucoup de éros ou beaucoup de volonté de capter le partenaire, hein. Il y a de la possessivité en général, que ce soit sur le plan sexuel ou pas d'ailleurs. Mais il va y avoir euh, l'envie que le partenaire soit Mm, unique et à moi, rien qu'à moi. Ça peut avoir sa place, mais il y a un endroit où on peut se faire souffrir à l'idée de le perdre. C'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin, hein, donc de créer de la dépendance affective ou sexuelle et de manquer et de croire qu'il est indispensable à notre vie et tout ça, quoi, toutes ces mm. histoires-là. Et donc, du coup, ça peut amener beaucoup de souffrance avec cette idée du manque de l'autre, d'avoir un objet d'attachement sur lequel on croit sérieusement que, on en a besoin et que du coup, on passe son temps à être envahi, tu vois, à se dire, oh là là, on pense tout le temps à lui, et il est notre personnage central. En fait, on se raconte toute une histoire, hein. Et du coup, bah, on peut se faire beaucoup souffrir avec la passion. Donc oui, pour le côté vivant, tant que ça reste une ressource. Si ça devient un Oui. problème, voilà, ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est pas très intéressant d'alimenter le stress parce qu'on peut Mm, somatiser, parce que on peut être dans le mental et le mental, il s'agite et il fait croire tout et n'importe quoi. Le mental divise. mm, Donc, tout est vrai, tout est faux, on se raconte plein de conneries. Donc, du coup, c'est important de voir qu'on peut beaucoup s'enflammer euh, avec le mental et donc se faire énormément souffrir émotionnellement. Et notre organisme peut être débordé par ça, quoi. C'est mm. pas très simple. J'ai envie enfin, de rajouter quelque chose et puis tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas. J'ai l'impression que la passion est une ressource à partir du moment où on sait poser ses limites. Oui, bah, mais pour poser ses limites, il faut déjà voir que la passion peut devenir un problème. Mm, C'est plus une ressource. Tu vois, identifier, ben, de nouveau, qu'est-ce qui fait que je m'accroche désespérément ou que je le rends indispensable ou que je suis dans le manque, c'est une drogue, hein, peut mm, être une drogue, et justement de s'engager vers l'autonomie. mm. Mais pour s'engager vers l'autonomie et le décider vraiment, il faut déjà voir quel est le schéma que je répète qui fait que je m'accroche Ouais, je ne peux pas lâcher ce partenaire. Et en ouais, général, ça rejoue les figures parentales et donc on retrouve les traumatismes de l'enfance, du développement. mm, Voilà, on va ouais, vite voir mm, les manques et les carences qui se répètent à l'infini. Alors, on rechoisit les partenaires ad hoc, hein, pour tenter de dépasser ce qu'on n'a pas pu dépasser quand on était petite, ou pour tenter d'avoir ce qu'on n'a pas eu. Par exemple, on ne me considérait pas, j'étais plutôt invisible dans, dans la vision de mes parents, enfin, j'avais pas ma place, ils ne me donnaient pas ma place, je n'étais pas reconnue. Et donc, je vais trouver des partenaires avec qui je vais revivre ça, comme si j'ai l'espoir que peut-être avec ce partenaire-là, je vais avoir ce que je n'ai pas reçu de mes parents, par exemple. Donc, je mm. choisis des partenaires ad hoc, en fait. Ouais, Sauf que ouais. comme je n'ai pas su déjà être aimée d'eux, être reconnue d'eux, il y a forte chance que je vais Mm, reproduire le truc. Je vais me mm, resoumettre au même schéma, il ne va pas me reconnaître, il ne va pas me voir, il va en préférer une autre, je ne sais pas quoi. Bon, et je ne vais pas prendre ma place, je ne sais pas prendre ma place. Et donc, je répète inlassablement le schéma. C'est pour ça que souvent, la thérapie peut aider déjà à y voir un peu plus clair. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut commencer à voir nos automatismes. Voilà, tu as raison de Oui, parler d'automatisme. On appuie sur le bouton, hop, ça part en ah, ça part. automatique. Ah oui, tout à fait. Moi, je le vois très bien. Le pire, c'est que je le reconnais et je dis, oh là. Mais bon, ça va se Alors, faire. ça, c'est le première étape de la guérison, hein, qui est, je vois que quand l'autre appuie sur le bouton, voilà ce que ça fait chez moi. Et Mm, ça, c'est une réactivation, je suis au courant que ça, c'est une réactivation une restimulation de ce que j'ai vécu dans l'enfance qui n'a pas été oui, digéré, qui est toujours là, en fait, hein, c'est toujours tout dans à mon fait. disque dur. Mm, Donc, à un moment donné, où j'ai les moyens de pouvoir passer au-dessus,
donc de ne pas être stimulé, ou j'y arrive pas. Parce qu'il y a des marquages indélébiles quand même, hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, quelqu'un passe par là, paf, en automatique, tac. Et des fois, tu es débordé, on le sait parce que tu es débordé à la minute. Débordé Mm. émotionnellement, enfin, tu n'as pas de marge en fait. Tout de suite, ça, fuite ou attaque, enfin, tu étais complètement débordé. Alors que d'habitude, bon, ça va quoi, tu vois. Si c'est pas ton partenaire, par exemple, bon, ça ne fait pas ça. Donc, il y a un truc de réactivation. Tu sais, tu es au courant que tu es dans une conduite automatique de réactivation de tes schémas de blessures de l'enfance. Déjà, ça, déjà, c'est énorme parce que tu peux dire, Énorme. bon, j'ai les moyens de gérer cette personne ou pas? Ou est-ce que je prends de la distance pour traiter, analyser l'info? Est-ce que je me ressource? Donc après, tu as du choix que tu n'as pas sinon. Tout à fait, tout à fait. Et puis tu peux même savoir que tu vas aller dans une situation qui peut te mettre à l'épreuve. Et moi, j'en suis bien consciente. Enfin, je parle pour moi là, mais c'est quand tu as fait un travail sur toi, tu reconnais ton automatisme, tu dis, OK, là, j'y vais avec les risques que cela concerne aussi. Parce que bon, autrement, ben, on reste chez Oui. soi et puis on fait rien, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour Ça ça s'appelle l'évitement, ça, c'est pas bon non plus. non plus. Mais quand tu vas dans une relation après, t'es quand même un peu plus libre qu'avant, disons, je dirais ça. Voilà. Puis tu te connais mieux, tu as plus Hmm, d'options, tu sais que c'est tu peux ça. surréagir comme ça. Et Hmm, donc déjà, oui, tu agrandis les options, c'est le travail de thérapie. hmm. Euh, Mais tu je peux même le peux, dire au partenaire, tu peux même lui dire, je dis, écoute, c'est moi quand je même sais bien. comment je vais réagir, Oui. quoi. Mais bon, on Alors, tu s'accroche donnes les tous. codes, donc tu donnes les codes à l'autre, tu prends Hmm, ta part de responsabilité, tu dis bah je tout à suis fait. désolée, au lieu de dire de blâmer l'autre, de dire bah oui, c'est moi qui suis blessée, je me sens en insécurité, donc effectivement, c'est pas constructif, mais bon, je suis désolée, mais quand tu fais ça, moi je me sens voilà, je peux pas faire C'est ça, autrement que tout à fait. t'attaquer ou Hmm, te tout faire à fait. reproche, parce que je suis débordée. Voilà. Et Hmm, donc ça va quand même donner une communication plus saine et c'est comme si tu te réappropries ta part et t'es posé, quoi. Tu te poses parce que tu analyses et tu traites l'info. Au lieu de hmm, rester dans la surréactivité, j'ai raison, t'as tort, hein. hmm, tout à fait. Ok, Véronique. Alors, merci pour le moment pour cette première partie. Il y en aura sûrement une autre. Après, on verra s'il y en aura encore des autres. Mais merci beaucoup. Et, Avec c'est très plaisir. gentil d'avoir accepté cette interview. Alors, j'arrête.